Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique en direct de ma chambre étudiante. Aujourd'hui, le Moyen-Âge, bullshit. Avant de commencer mon argumentaire, j'aimerais commencer par définir le Moyen-Âge. C'est une période de l'histoire de l'Occident située entre l'Antiquité et les temps modernes. Les dates les plus communément acceptées sont pour son début 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et sa conclusion se trouve en 1492. Cette période de 1000 ans est subdivisée en trois âges. Le haut Moyen-Âge qui va du 6e au 10e siècle, le Moyen-Âge central du 11 au 13e siècle et le bas Moyen-Âge ou Moyen-Âge tardif du 14e au 15e siècle. Cette période est caractérisée par les invasions barbares, puis l'épopée mérovingienne et carolingienne, ainsi que durant la même période l'expansion de l'islam. C'est aussi une période qui a connu le développement de la chevalerie, les immenses cathédrales, les châteaux forts, mais le Moyen-Âge a aussi donné naissance à l'expression moyenâgeux. Par hyperbole, c'est assez péjoratif. C'est vieux, arriéré, obscurantiste, relatif à des pratiques ou à des violences qui rappellent le pire du Moyen-Âge. Et une montagne de clichés que je vais tâcher de démontrer leur non-pertinence. Déjà, la période du Moyen-Âge souffre d'un problème. Ce sont ses dates de début et de fin. 476 est une fausse date. Oui, l'Empire romain disparaît en Occident, mais il existe en Orient jusqu'en 1453. De plus, on va être honnête, les derniers empereurs romains comptent pour rien. L'Empire romain est dans une longue agonie. De plus, l'idée qu'il y a une antiquité tardive, c'est-à-dire une influence des structures antiques et du monde antique qui va se métisser avec les structures barbares pour donner le Moyen-Âge tel qu'on le connaît, biaise totalement le concept de Moyen-Âge. Deuxième date, la date de fin. 1492 est une date importante car la redécouverte de l'Amérique va influencer trois continents. L'Europe va s'enrichir, l'Amérique va se faire génocider et l'Afrique réduite en esclavage. Mais d'autres dates sont possibles. 1453, chute de l'Empire romain, d'Orient celui-là, l'Empire byzantin, qui aura des conséquences en Europe. Ça va modifier la carte, dirons-nous. L'Afrique, ça va là aussi modifier les dominations politiques en Afrique du Nord. Et même ça va envoyer les Européens sur la mer parce qu'ils ne peuvent pas commercer comme ils veulent avec les Ottomans. Mais si on reste dans une dynamique européenne, pourquoi pas mettre la fin du Moyen-Âge en 1521 avec la réforme qui va provoquer une explosion de l'Église catholique. Encore plus forte que l'explosion de 1054, parce que le schisme c'est tangent, c'est je t'aime moi non plus avec l'Église orthodoxe ou le pape. Donc on a un énorme problème pour les dates. Un autre problème se pose. Clovis et Saint-Louis sont tous les deux des hommes du Moyen-Âge, mais ils vivent dans des mondes plus que différents. Les trois périodes bas, moyen et haut Moyen-Âge sauvent un peu ça. Mais le Moyen-Âge a été construit à la truelle. Et cela posera énormément de problèmes. C'est pour cela que je vais vous expliquer premièrement pourquoi on parle de Moyen-Âge, ce qui va nous permettre de comprendre les racines du mal, puis nous verrons le Moyen-Âge en Europe, parce que l'idée de Moyen-Âge a été construite pour cette période-là. Puis on ouvrira sur d'autres horizons avant de finir par démontrer à qui profite le crime d'avoir collé à ce Moyen-Âge tant de visions négatives. Première partie, pourquoi le Moyen-Âge ? C'est une désignation peu flatteuse, période intermédiaire, comme s'il n'y avait pas d'identité à faire valoir entre l'Antiquité, surtout la Grèce, et la Renaissance, c'est-à-dire l'Antiquité ressuscitée, deux âges d'or. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette construction ne vient pas de la période classique ou du 19e siècle, qui a constitué énormément de concepts historiographiques, mais chez des lettrés de la fin du Moyen-Âge, qui inventent une notion de medium nevuum en jugeant la civilisation de leurs ancêtres négativement. Ils ne comptent pas l'économie, la politique, l'administratif, mais jugent les lettres et les arts. Pour eux, depuis Rome, c'est le déclin. Ils ont fabriqué l'image d'un long sommeil de 1000 ans. Le problème, c'est que cette image a acquis une prospérité, comme on le voit dans les pensées du XVIIe et du XVIIIe siècle. Si on regarde l'œuvre historique de Voltaire, pour lui, l'histoire c'est en dents de scie. Apogée, déclin, sommet et période obscure. Pour lui, l'histoire de l'Europe se divise en 4 périodes. L'Athènes de Périclès, la Rome d'Auguste, la Florence de Laurent le Magnifique et Louis XIV et Versailles. Il y a nullement de changement jusqu'au 19e siècle où les romantiques arrivent. Alors là, c'est totalement différent. Ce qui est beau devient laid et il faut aimer ce qui n'est pas aimé. Donc on aime le Moyen-Âge. Victor Hugo a un grand rôle avec Notre-Dame de Paris, où le principal personnage est la cathédrale, un monument de Paris, mais rejoint ce courant
de goût qui conduit les gens au XIXe siècle à un néo-médiévalisme. Mais ça produit toujours une idée un peu restreinte du Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle, le roman et le gothique, ce qui fait qu'on a une image négligée et mal aimée du Moyen-Âge. Pour appuyer ces propos que je tire de mes leçons de médiéval de la première année de licence d'histoire, je vous conseille un article que j'ai mis dans la description de Kevin Bossuet qui démontre que le Moyen-Âge souffre d'une image fort négative. Le dénigrement systématique du Moyen-Âge est depuis la Renaissance en passant par les Lumières l'œuvre de ceux qui veulent imposer une certaine idéologie du progrès, explique le professeur d'histoire Kevin Bossuet. On ne compte plus les expressions tombées dans le langage courant qui discréditent et ternissent une période historique qui est pourtant d'une richesse infinie. La création du Moyen-Âge est liée à un aspect très important, c'est qu'elle a été créée par des fans de l'Antiquité. Donc ce qui a supplanté l'Antiquité, le Moyen-Âge ne pouvait être que mauvais. Ce serait comme demander à des fans d'un sport et d'un sportif de juger la situation après ce sportif. Le jugement est biaisé dès le départ. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un consensus. La personne n'a remis en cause l'image du Moyen-Âge et les clichés sur le Moyen-Âge se sont mis à fleurir. Pour les progressistes, c'est une époque où l'homme est asservi. Pour les partisans du pouvoir centralisé, c'est une période où le pouvoir est émietté entre divers seigneurs. Pour le grand public, c'est une période où on meurt de la peste à 25 ans, que les gens sont sales, incultes et arriérés. L'âge d'or de la chevalerie, si on prend le cliché du beau chevalier en armure et tout ça, c'est même pas 400 ans sur la période. Alors, avant de joyeusement démonter un à un tous ces clichés sur le Moyen-Âge, je vais me permettre de vous énoncer quelques faits relatifs au Moyen-Âge européen dans ma deuxième partie et le Moyen-Âge ailleurs dans le monde dans ma troisième partie. Et je reviendrai plus largement dans ma conclusion à démonter tous les clichés. Deuxième partie, le Moyen-Âge en Europe. Pour une période arriérée, l'Europe a connu plusieurs éléments qui démontrent qu'elle n'était pas aussi éloignée de la civilisation qu'on voudrait nous le faire croire. Premièrement, les Mérovingiens. On va zoomer car il y a un double intérêt. Premièrement, c'est de ce royaume que naîtra la France. Car la France n'existe pas à l'époque de Clovis. On arrête les bêtises. La France, c'est 11e, 12e siècle. Et deuxièmement, c'est le plus puissant des royaumes dits barbares, avec un rayonnement sur les autres royaumes. Ce n'est pas un hasard si Charlemagne sort de ces royaumes. Clovis est surtout un roi allemand et vit dans des régions germaniques. Son ancêtre Mérové est entouré de légendes, relatées à une époque plus tardive. Sa mère, l'épouse du roi Clodion, déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune. Les deux sangs se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'un aura de magie et de surnaturel. Ils sont très poilus et chevelus, c'est la caractéristique des Mérovingiens. Childéric Ier est le premier roi de la dynastie des Mérovingiens. Il est l'exemple type de l'élite franque ayant opéré la fusion entre les cultures germano-romaines et païennes des tribunes danubiennes. Païen, Childéric avait cependant l'avantage d'être le seul des rois barbares, c'est-à-dire général de guerre, à ne pas être arien. L'arianisme est une variante du christianisme qui a été rejeté par le concile de Nicée, qui a fait la religion chrétienne comme on la connaît. Le fait qu'il ne soit pas arien lui procurera l'attention des élites locales et de l'épiscopat. Son tombeau, découvert en 1653, contenait des armes telles qu'une épée à lame large, une francisque et divers objets. On y a retrouvé également de nombreux bijoux en or ainsi qu'un paludamanotum, le manteau habituellement de couleur pourpre porté par les généraux romains. À côté de sa tombe, on a retrouvé des chevaux, ce qui est rare dans les mœurs franques. Parlant de notre premier roi, dans la tradition, Clovis, qui est né en 466, vers 466, on n'est pas tellement sûr, est mort à Paris le 27 novembre 511. C'est le roi des Franciliens, puis le roi de tous les Français de 481 à 511. C'est Louis Ier. Pour assurer l'expansion de son domaine, Clovis n'hésite pas à éliminer tous les obstacles. Il fait ainsi assassiner tous les chefs saliens et rhénans voisins, et afin de s'assurer également que seuls ses fils hériteront du royaume, certains de ses anciens compagnons et certains membres de sa famille, y compris éloignés. Il valait mieux pas l'avoir comme ennemi, les coups de couteau ça pouvait vite arriver. En 490, il entame une série d'offensives contre la Germanie rhénane et transrhénane. Assassinat dans la tradition romaine et intérêt pour les païens à se baptiser, Clovis avait-il raison de se baptiser? Normalement, l'arianisme, c'est la religion de son peuple. Donc normalement, il se trompe. Il prend la religion de l'ennemi.
Bon, certes, sa femme a pu l'influencer, soit il a été totalement au hasard, soit il a été débile, mais c'est une conversion sincère. Il reste beaucoup de mystères sur le choix de sa religion, même beaucoup de légendes, mais cette décision de se baptiser aura beaucoup d'influence sur le destin de la France. Mais les Mérovingiens ont eu l'intelligence, au-delà de Clovis, on va prendre la dynastie dans le sens le plus large, de garder les éléments importants sous la Gaule romaine. Les évêques, la religion, une partie des villes et des infrastructures. Et s'en servir pour affermir leur puissance sans abandonner leur idée et leur idéologie. Ils ont tous été dans l'adaptation et cela a permis une conquête du pouvoir et une stabilité en Gaule jusqu'au milieu du 8e siècle. Et même plus, car le passage des Mérovingiens aux Carolingiens ne s'est pas fait dans une violence exceptionnelle. Les Mérovingiens ont simplement subi un coup d'État réglementaire, pour destituer un Mérovingien, on le tond ou on le scalpe pour être sûr qu'il ne revienne pas, et pas une invasion musulmane comme chez les Wisigoths ou une invasion lombarde chez les Ostrogoths. Deuxième civilisation importante, les Carolingiens. Pépin le Bref prit le pouvoir en 749, puis c'est son fils Charlemagne qui se trouva à la tête du royaume. Après que son frère meurt assez rapidement et dans des conditions un petit peu mystères. Il est tombé malade comme ça, du jour au lendemain il est mort. Comme on dirait l'autre, c'est ballot. En 771 est poursuivi cette mission de créer un État fort, ce qui le pousse à voir au-delà de la France actuelle. Et à avoir un État des dimensions là, non plus nationales, mais européennes, car au-delà de la France, l'Empire carolingien s'étend sur les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg actuel et une grande partie de la République tchèque, ainsi que des morceaux d'Italie et de Suisse. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister dans ma démonstration, ce n'est pas tant sur Charlemagne, car certes, c'était un très grand guerrier. Et il faut l'avouer, il avait des qualités militaires assez fortes quand même. On ne conquiert pas la moitié de l'Europe comme ça en étant un manchot. Mais le pauvre était malheureusement illettré, ce qui ne l'empêche pas de réfléchir autrement que comme un barbare sauvage, mais d'avoir de la suite dans les idées. En effet, à Aix-la-Chapelle, dans son palais, il crée de quoi fournir une formation de qualité pour les élites de son royaume. Une véritable formation des élites de l'État pour que la gestion de l'État soit bien faite, aidée par de grands intellectuels d'origine surtout romaine. Autre élément extrêmement important, pour maintenir l'unité de l'Empire, Charlemagne introduit la cérémonie de la recommandation, qui imposait un serment de vassalité. Il surveille de près ses vassaux qui sont inspectés régulièrement par des missi dominici et sont convoqués annuellement pour partir en campagne. D'autre part, il ne concédait les charges qu'à titre de viager, ce qui permet de récupérer les terres à la mort de son vassal. Ce qui lui permet d'éviter la perte progressive de ses possessions et de conserver un moyen de pression sur ses vassaux, desquels la jouissance des terres accordées en précaire peut être retirée. Charlemagne en fait un élément clé de l'administration de ce royaume dès 775. Après le couronnement en 800, les missis sont la manifestation d'un pouvoir central au sein de l'Empire d'Occident et l'instrument de sa mise en ordre. Ces envoyés ne sont que rarement des fonctionnaires permanents, mais plus souvent choisis au sein de l'aristocratie d'Empire, ce qui souligne le caractère prestigieux de la fonction jusqu'en mars 802. Les envoyés étaient recrutés parmi les vassaux de petite noblesse, puis à la suite d'affaires de malversation, des personnalités de haut rang, archevêques, abbés, évêques et comtes, jugés davantage dignes de confiance, exécutent les missions. Un capitulaire de 802 définit précisément leurs tâches. Ils doivent rendre la justice, faire respecter les droits royaux, contrôler les officiers royaux et en particulier les comtes, recevoir les serments d'allégeance, superviser la conduite et le travail du clergé et vérifier l'orthopraxie au sein de l'Empire. Je dois vous avouer que lire un texte est extrêmement difficile quand on est dyslexique car on bute quasiment sur tous les mots. C'est un magnifique exercice de rodéo que je vous livre actuellement. Ils doivent réunir les fonctionnaires du district visé, leur expliquer leurs fonctions et leur rappeler leurs obligations civiles et religieuses. Des instructions spécifiques, lettres, formulaires, diplômes sont donc donnés aux missis en fonction de la mission qui leur est confiée. Notons que ces instructions sont nombreuses à nous être parvenues, ce qui nous donne énormément de sources et nous permet de savoir beaucoup de choses et de pouvoir vous détailler comme je peux vous le détailler actuellement. En bref, ils sont les représentants du roi ou de l'empereur et les habitants du district visité doivent pouvoir pourvoir à leur subsistance. Éventuellement, ils mènent l'armée au combat. De plus, ils sont éloignés de chez eux pour éviter d'être impliqués. Donc, c'est lui qui a subi un abus doit pouvoir voir un missi dominici
Ce système marche en 810. Les Missi Dominici font 4 tournées par an, mais il n'y a pas le règlement des problèmes car malgré l'éloignement, on peut remarquer par exemple en Bourgogne, les Missi Dominici envoyés étaient ceux du nord de l'Allemagne, malheureusement avaient des intérêts locaux. On avait beau essayer de jouer sous la géographie, il y a eu, on va dire, des intérêts. L'empereur qui devait être en position centrale se trouve à l'écart, donc le système carolingien puissamment élaboré avec des structures. Sous le papier, c'est magnifique, mais dans la réalité, c'est une grande superstructure artificielle, pas totalement unifiée, mais où l'empereur est un corps étranger à éliminer. Une faiblesse structurelle peu viable, mais le déchirement de la famille carolingienne autour de la question du pouvoir a un point extrêmement positif, car la séparation de 843, le traité de Verdun, qui crée une France occidentale, une France orientale et une Lotharingie qui va rapidement disparaître. Même si l'idée d'un troisième État tampon entre la France et l'Allemagne renaîtra à l'époque des ducs de Bourgogne. Donc, je reprends. 843, séparation en 3 éléments de l'Empire de Charlemagne, permet de créer 2 entités au fil du temps qui deviendront la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que les petits-fils de Charlemagne, de par leur soif du pouvoir, ont modelé la carte de l'Europe, comme quoi des fois l'appétit du pouvoir peut avoir du génie. La troisième civilisation que je voudrais vous parler, les Ottoniens, qui eux vont avoir un rôle important car le couronnement d'Othon Ier va créer une structure étatique qui va s'appeler un peu plus tard le Saint-Empire germanique et qui va tenir 900 ans, c'est-à-dire que ça transcende l'idée de Moyen-Âge et que comme beaucoup de choses qui existent dans notre monde actuel, on peut trouver une racine dans le Moyen-Âge. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de Saint-Empire germanique aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que l'idée d'un Reich allemand est née à cette époque-là, au couronnement de Othon Ier, et sera perdurée jusqu'à l'époque d'Hitler, l'époque de nos arrière-grands-parents, ce qui n'est pas très loin de nous. De plus, l'art ottonien est quelque chose de merveilleux, car les personnes qui travaillent à l'image de ces empereurs, car il y aura 3 empereurs du nom d'Othon, vont faire des manuscrits d'une qualité plus qu'exceptionnelle pour l'époque. Autres éléments que j'aimerais vous parler concernant le Moyen-Âge européen, c'est l'art roman et l'art gothique. S'il y a bien un symbole de la qualité technique, scientifique, architecturale et culturelle de l'Europe, de cette époque-là, ce sont bien les églises qu'on y a fabriquées. Ce n'est pas pour rien que pour illustrer cet épisode, je vous ai mis Notre-Dame de Paris. C'est un peu un pied de nez parce que ce Notre-Dame de Paris est le symbole du roman de Victor Hugo qui donne une image du Moyen-Âge particulière, mais aussi le symbole d'un génie. Il faut un minimum de connaissances pour arriver à monter des murs et faire une architecture pareille, sans se prendre le résultat sur la tête, ou que ça s'écroule au premier problème. Les vitraux construits à cette époque-là sont d'une beauté sans nom, et démontrent bien l'art qu'on peut mettre au service de Dieu. Certes, mais imaginez un petit peu le rayonnement pour une ville d'avoir une cathédrale. Déjà à l'époque, ça donnait un signe de la puissance des autorités, leur richesse. Permettre de monter des palais, c'est la course à celui qui a la plus grosse, cathédrale. Et aujourd'hui, c'est un magnifique support pour accueillir les touristes. Toutes les époques et tout le monde y gagne. Je ne vais pas plus détailler la différence entre l'art roman et l'art gothique, car je croise les doigts, si cette vidéo ne se fait pas trop détruire par la critique, qu'il y aura d'autres numéros qui traiteront particulièrement de cela, en espérant que la patate chaude que j'ai dans la bouche disparaîtra avec l'expérience. Mais un des signes que le Moyen-Âge européen n'est pas du tout une période décadente, ce sont ses constructions. Ces églises sont debout depuis quasiment 1000 ans. Pour certaines, je ne pense pas que les civilisations du progrès qui arrivent à construire des buildings, qui arrivent à gratter le ciel, pourront se targuer que dans 1000 ans, leurs gratte-ciel seront toujours là. Après avoir parlé de la politique, de l'éducation, de l'art et un petit peu d'architecture, je voudrais vous parler un petit peu sociétal. Et pour cela, je vais m'inspirer d'un des articles du dictionnaire raisonné de l'Occident, du très grand médiéviste Jacques Le Goff, sur l'amour courtois. Certes, cette expression est forgée en 1853. Il y a peut-être beaucoup de clichés et de légendes, mais l'amour courtois est quelque chose de très important au Moyen-Âge. Déjà, il faut bien distinguer la courtoisie au sens propre de la fine amour. La courtoisie est l'idéal du comportement aristocratique, avec politesse et raffinement des mœurs. Élégance, mais aussi, bien au-delà de ses qualités purement sociales, le sens de l'honneur chevaleresque. C'est dans le cadre de ce comportement idéal que peut s'instaurer le fin amour, liaison amoureuse qui, au terme de multiples étapes, a su mettre en œuvre un art d'aimer. Toutes ces questions d'amour courtois ont nourri une poésie large et variée qui fait l'aude de la séduction et de la galanterie.
On peut voir là un véritable culte des désirs où il y a plusieurs étages, plusieurs étapes avant de conquérir le cœur de la belle. Et même des fois, c'est encore plus excitant quand c'est un amour impossible. Ça donne un côté tragique, assez chevaleresque. Mais la femme est vraiment mise en avant. On est là vraiment sur le respect et une conquête de l'amour. Même dans certains textes, on parle d'un stade ultime, avant le rapport sexuel, quelques jours avant. Le fait de se coucher nu à côté de la dame que l'on veut conquérir sans la toucher. Certes, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de choses qui peuvent s'avérer inexactes. Mais on voit là cette galanterie, cet amour de la gente féminine que certains lascars ou politiciens un petit peu véreux n'ont pas, en ayant des comportements plus qu'animaliers avec les femmes, et ce dans notre époque moderne qui est réputée période du progrès par rapport à ce vilain Moyen-Âge obscurantiste. Dernier élément que je voulais traiter concernant le Moyen-Âge européen, je m'excuse si mes parties ne sont pas équilibrées, mais je le fais avec les sources que j'ai, et je n'ai point envie d'allonger mon propos comme de la mayonnaise. Je voulais vous parler de la féodalité. Certes, ça fait débat, car définir la féodalité est une question qui fait débat dans le milieu des médiévistes, c'est-à-dire les spécialistes du Moyen-Âge. Mais la féodalité est quelque chose de fort intéressant, car elle montre une organisation du territoire fort intéressante. Elle divise la société en ordres, et il y a des rapports entre puissants et moins puissants. Une sorte de toile d'araignée, le moins puissant s'allie au plus puissant et c'est un échange de bons procédés. Où l'honneur est mis en avant, certes, il y aura des guerres et des trahisons, mais on peut remarquer que ce système de lien, qui va du moins puissant qui s'associe à quelqu'un d'un peu plus puissant et ainsi de suite jusqu'à la cour royale, permet un maillage du territoire et une gestion vraiment locale, pas centralisée comme actuellement où toutes les décisions se prennent à la capitale. Là, le seigneur a vraiment un pouvoir d'intervenir et d'agir sur son territoire. Certes, le roi ne prend pas beaucoup de décisions et est un petit peu décalé, ça s'arrangera au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Il va vite retrouver ses prérogatives, surtout après l'avènement des Capétiens. Mais le système féodal a plutôt bien marché et il était encore en place à l'époque de Saint-Louis où la France était la première puissance européenne. De plus, cette idée de pyramide qui permet la division du pouvoir entre des petits, des moyens et des gros est encore quelque chose que l'on retrouve actuellement. Dans les entreprises, c'est limite un système féodal. Par exemple, dans une grande surface. On a les petits chefs de rayon qui sont liés aux chefs de secteur. Les chefs de secteur sont liés aux personnes qui dirigent l'alimentaire ou le non alimentaire, qui sont elles-mêmes liées à un chef du magasin, qui est lié à un chef du département, qui est lié voire même chapeauté par un chef de pays. Le chef de pays est chapeauté par la direction du groupe, ce qui n'est guère éloigné qu'à l'époque du Moyen-Âge où le petit seigneur détenait la petite seigneurie qui se trouvait sur un territoire appartenant à un plus grand seigneur, qui appartenait à un duché, qui appartenait à ce qu'on pouvait appeler l'État de France, même si je vous répète que la France n'existe guère entre le XIe et le XIIe siècle. Maintenant, envolons-nous et quittons cette histoire purement européenne. Troisièmement, le Moyen-Âge ailleurs. Vous avez bien compris que l'idée de Moyen-Âge est un petit peu fausse, car elle ne relève pas de vraie réalité, comme je l'ai expliqué dans mes parties précédentes. Mais si on sort du cadre européen, oui, j'aimerais bien sortir du cadre européen, car j'aimerais me spécialiser plus tard en histoire africaine. C'est pour cela que quelques sujets tomberont sur l'Afrique. Si on ouvre les frontières et les bornes géographiques de ce bon vieux continent européen, quelles étaient les réalités ailleurs? Pour parler du Moyen-Âge africain, je vais reprendre deux éléments. Premièrement, j'ai enseigné au Togo, et donc j'ai pu faire quelques cours d'histoire au 5e traitant de la période médiévale. De plus, j'ai trouvé un article de National Geographic, qui est dans la description, de François-Xavier Fauvel, qui prend littéralement à contre-pied ce fameux cliché que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'avant les Européens il n'y avait rien. Ce qui est faux. Il est bien dit dans l'article que c'est un véritable âge d'or pour les Africains. Les principaux royaumes sont les royaumes du Ghana, du Mali, et ce dernier était extrêmement bien organisé, car au-delà de l'empereur, il y avait limite ce qu'on pourrait nous appeler des préfets dans des sortes de régions, une véritable décentralisation à l'européenne comme on connaît actuellement. Nous avions aussi le royaume de Gao. Alors, tout n'était pas rose. Par exemple, les Africains n'avaient pas la roue, le tour de potier, mais maîtrisaient plutôt bien la métallurgie et les domaines artistiques, ainsi qu'à partir du XVe siècle, on a retrouvé des traces d'une forte activité de lettrés, d'écriture. Mais ces royaumes sont extrêmement riches car ils exportaient de l'or. Des esclaves, très prisés dans le monde islamique, parce que la première traite négrière est une traite faite par les musulmans. Ce n'est pas raciste,
C'est vrai, ce sont des faits historiques, il y a des preuves que les musulmans n'ont pas été mécontents de trouver des esclaves noirs. L'Européen n'a rien inventé, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais là, on est plus sur de la propagande que sur une analyse historique, digne de ce nom. Donc on va arrêter de digresser. L'archéologie nous permet de trouver encore de nombreux vestiges du Moyen-Âge. Mais il y a trop peu de financement pour arriver à développer des vraies recherches archéologiques dignes de ce nom. De plus, malheureusement, on manque d'écrits. Parce que la société africaine n'est pas une société de l'écrit comme l'Europe, comme l'Athènes de Périclès ou la Rome d'Auguste. Certes, il y a un petit peu d'écrits, mais c'est surtout le monde arabe et le monde éthiopien. L'Afrique a connu un âge d'or, certes, mais on ne peut pas parler de Moyen-Âge, parce que si la chute de l'Empire romain peut compter pour l'Afrique du Nord, les Pygmées du Congo, honnêtement, ils connaissent pas. Mais on peut quand même montrer que cette période est une période d'activité fort intéressante. L'Asie aussi connut une grande époque sous le Moyen-Âge. À l'ouest, les civilisations arabes, parce qu'il y a plusieurs califes différents. N'oublions pas le Bagdad des Abbassides et toutes les beautés et merveilles du monde arabe. Concernant l'Asie, on peut aussi parler des Mongols de l'époque de Gengis Khan. Je vous parle aussi de la Chine, qui a eu l'artillerie et la poudre à canon, ainsi que l'imprimerie bien avant nous, et qui, si on prend toutes les richesses et toutes les analyses qu'ont pu faire différents historiens spécialisés dans l'économie, on peut s'accorder de dire que la Chine était la première puissance mondiale et était bien plus puissante que l'Europe. Rien que penser aux ouvrages de Marco Polo sur ses voyages en Asie. En Amérique, on a des sociétés précolombiennes, les Incas, les Mayas et les Aztèques. Quand on voit leur calendrier, leur avancée médicale et tout ce que les civilisations précolombiennes nous ont laissé comme architecture, on peut se dire que l'Amérique était déjà bien prospère avant l'arrivée des Européens. Ce sont des civilisations, par exemple les Mayas, qui ont vécu et se sont maintenus pendant plus de 3000 ans, avec des architectures dignes de ce nom, et avec une écriture et une littérature extrêmement réputées. De plus, vu qu'ils étaient un petit peu isolés, ils ont pu se développer un peu à leur manière, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'influence ou d'échange. L'Amérique ne sait pas qu'il y a des continents qui l'entourent, ou si elle le sait, on n'a pas encore les preuves historiques pour étayer ça. Et les autres continents ne sont guère au courant de ce qu'il y a à l'ouest pour l'Europe et ce qu'il y a à l'est pour l'Asie. Par exemple, prenons le cas de Christophe Colomb. Il les a redécouverts car il pensait en allant tout droit tomber directement sur l'Asie. Surprise, il y a quelque chose au milieu. Après ce rapide tour du monde, car je ne veux pas être trop long parce que je manque de sources et je dois être synthétique parce que le manque de sources me ferait dire des bêtises et j'ai pas envie que pour un premier épisode de prendre des pouces ou des commentaires du style tu sais pas ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi. Je préfère miser sur la qualité que sur la quantité. Quatrième et dernière partie, à qui profite le crime? On a bien vu qu'on a collé une image au Moyen-Âge, une période violente, par exemple, où les chevaliers se guerroyaient continuellement. Certes, on ne reniera pas le caractère des guerres à l'époque médiévale. Rien qu'à penser à la guerre de 100 ans, qui a duré plus de 100 ans, pour voir à quel point le Moyen-Âge est une période où on savait se faire mal. Mais il ne faut pas oublier que dans notre période moderne, les sociétés occidentales vont bombarder des villages dans l'idée de leur apporter la démocratie. On voit le Moyen-Âge comme une période arriérée, pourtant quand on voit la roman, ottonien, carolingien ou tant d'autres formes d'art, elle n'a rien à envier aux arts plus modernes ou plus anciens. Dommage que ceux qui ont créé le Moyen-Âge n'aient pas lu les fabliaux ou les romans de Renard. Maintenant, il faut répondre à la question, à qui profite le crime? Eh bien, il profite à énormément de monde. Premièrement, les hommes politiques sous l'Ancien Régime. Prenons l'exemple d'un Louis XIV. Piqué à l'absolutisme. L'évolution que ses prédécesseurs ont partagé le pouvoir avec des nobles, c'est un quoi le faire crier d'horreur. Car pour lui, il doit avoir tous les pouvoirs. Et deuxièmement, partager le pouvoir avec la noblesse, cette même noblesse qui durant la Fronde a essayé de le mettre dehors, c'est une chose impossible. Et ça ne fait pas une bonne pub au Moyen-Âge. Même si il y a d'autres périodes dans le Moyen-Âge, mais faire la promotion du Haut Moyen-Âge par exemple, avec des dynasties qui ont été mis dehors du pouvoir avec perte et fracas, c'est pas la meilleure des choses à faire. Deuxièmement, les hommes politiques actuels, qui prônent des valeurs totalement à l'inverse du Moyen-Âge, un régime républicain avec les libertés, alors qu'au Moyen-Âge, c'est plutôt une monarchie
autoritaire où l'arbitraire peut tomber sur les gens sans vergogne. Faire la promotion du Moyen-Âge est difficile, quand on rabâche à longueur de journée qu'on est pour les libertés. Mais on n'a pas besoin de remonter aussi loin, ou aussi proche de nous. On peut prendre une période un peu plus médium, comme 1789, la nuit du 4 août, où on a aboli les privilèges féodaux. Cette volonté de condamner le Moyen-Âge, en éliminant un de ses symboles. Autre élément qui joue à la défaveur du Moyen-Âge, c'est une période où l'Église est extrêmement puissante. C'est un corps de la société, elle s'assure de tout ce qui est social et de tout ce qui est scolaire. En effet, les universités ont été créées par des clercs et les établissements étaient religieux au départ. C'est ce qu'on appelle la scolastique. Quand on a un Gambetta qui en 1877 dit « le cléricalisme, voilà l'ennemi », on se rend compte que le Moyen-Âge est du mauvais côté de la barrière. En effet, nous sommes une société laïque qui ne veut pas entendre parler de religion, alors qu'au Moyen-Âge, la religion parlait à énormément de gens et réglementait la vie politique, sociale et même la vie quotidienne des gens. Et tout ce qui est en dehors de l'Église est rejeté. Il y a même eu des condamnations et des bûchers. Mais je tiens à vous rappeler un truc très important, c'est sous le XVIIe siècle, qu'il y a le plus d'exécutions dues à l'Inquisition. On a plus combattu l'hérésie durant la Réforme que durant le Moyen-Âge. Cela démontre que le Moyen-Âge, de par ses particularités, s'est créé énormément d'ennemis. En effet, le Moyen-Âge est une période où le pouvoir est fragmenté, sans réelle démocratie, et la religion est extrêmement puissante, ce qui est totalement antinomique par rapport à la société actuelle. Ajoutez à cela que ceux qui ont créé le Moyen-Âge n'avaient Dieu que pour l'Antiquité, et vous vous retrouvez sur une période qui était déjà mal aimée à sa fin, et ce désamour du Moyen-Âge s'est perpétué dans le temps, et s'est chargé de significations liées au progrès du temps. Il y a énormément de clichés au Moyen-Âge. Je ne peux pas tous les démonter, il me faudrait quasiment une voire deux vidéos. Mais sachez que le Moyen-Âge est une création totalement arbitraire, qui s'est chargée de connotations négatives dans le temps. Notre vision du Moyen-Âge est biaisée parce que nos politiciens disent énormément de bêtises. C'est pour ça qu'ils sont politiciens. Et l'enseignement ne joue pas son rôle dans ce domaine. En effet, l'histoire est une science et pas une tribune de propagande. On règle des comptes avec les démons du passé, le Moyen-Âge est le punching ball parfait. En tout cas, le Moyen-Âge est une période extrêmement riche, aux quatre coins du monde. Période tout aussi fascinante que les trois autres et permet aussi de nous mettre en face de problématiques qui sont toujours d'actualité, comme la question de l'État ou de la guerre, qui sont très importantes au Moyen-Âge. Certes, les réponses à ces questions ont évolué parce que les définitions et les termes ne sont pas les mêmes. Mais le contenu des sujets reste les mêmes. Le pouvoir du roi, par exemple, est une question qu'on pourrait transposer le pouvoir d'un président de la République aujourd'hui. Donc le Moyen-Âge a un héritage très important et nous nous devons de le respecter, car du Moyen-Âge est né notre pays, nos traditions et ce qui nous fait un petit peu actuellement. Donc respectons le Moyen-Âge pour nous respecter. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro sur le Moyen-Âge. Je ne sais pas trop quand j'en referai un deuxième numéro, on verra bien. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager ainsi que de s'abonner. A plus, au revoir.